La cité des 4000, nous y sommes. La cité des 4000 à La Courneuve. La cité des 4000 à La Courneuve. Cette histoire, c'est l'histoire d'un endroit qui va être démoli et d'un endroit d'habitation et d'habitants qui n'ont pas choisi que ça soit démoli. Ce quartier, c'est un endroit où il y a plein de gens de partout qui habitent, qui s'y retrouvent et qui essaient de faire vivre ensemble. C'est un immeuble monumental, un immeuble falaise, un immeuble de béton, un immeuble de courant d'air aujourd'hui qui a des trous dans la tête. C'est un endroit qu'on a connu plein et qui s'est vidé petit à petit. Et c'est intéressant de dire que c'est un paquebot parce que c'est aussi un lieu qui a accueilli des gens qui viennent d'ailleurs, qui sont venus pour les premiers en bateau d'ailleurs. C'est un immeuble qui raconte aussi l'histoire de la colonisation française, c'est un immeuble qui raconte l'histoire ouvrière, c'est un immeuble qui a une valeur presque patrimoniale même s'il va être détruit et que c'est difficile de voir ça comme un monument comme la Tour Eiffel ou Notre-Dame de Paris sont des monuments certes, mais cet immeuble, c'est le monument, c'est la mémoire, c'est la trace d'une histoire de France. C'est plutôt le lien humain qui est important. Et l'immeuble en lui-même, il est démoli ou pas démoli, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est une tranche de vie, c'est 50 ans, c'est 2 générations ici. Donc c'est hyper important. De donner de la valeur à tout ce qu'ils ont vécu, de donner de la valeur à leurs histoires. Je pense qu'il y a une fonction de dire ton histoire, elle a eu de la valeur. Oui, elle dit, ce lieu, il disparaît, mais en fait, toi et ton histoire, tu disparais pas avec. Et parce que ça a de la valeur, on va prendre la peine pendant 2 ans de te dire en fait que ça a de la valeur. Alors Situation Robespierre, c'est un projet qui consiste à faire apparaître, entendre, voir ce qu'il y a derrière les murs avant qu'ils ne tombent. Donc ce qu'il y a derrière le mur, c'est la vie des gens, des habitants. C'est une action artistique qui se construit pendant 2 ans pour accompagner un immeuble qui va être démoli et surtout accompagner l'immeuble qui va partir et les gens qui étaient dedans et qui étaient autour. Et c'est quelque chose qui prend du temps pour se construire et qui provoque tout plein d'émotions. L'idée, c'est de raconter ces histoires-là, autant de la barre en elle-même que de ces êtres humains qui vivent et qui y ont vécu et qui vivront une fois que ce sera un nouvel espace de vie. Avant de démolir un immeuble, on demande aux gens de le quitter. Et c'est vraiment là-dessus qu'on a voulu travailler. C'est comment on quitte son habitation, comment on dit au revoir. Et tout de suite, il y a un élément technique, mais il y a un élément symbolique qui est très fort. Et c'est là-dessus qu'on attendait une équipe artistique pour accompagner ce vécu-là, cette émotion-là, ce virage-là, pas évident pour les gens. Cette histoire, c'est le questionnement autour de qu'est-ce qui se passe entre les humains et l'environnement urbain, comment est-ce que ça se tisse. Voilà, c'est l'histoire d'un lieu qui va disparaître. Et donc, comme c'est un moment clé de la vie de ce lieu et des gens qui font partie de ce lieu, c'est peut-être, comme tout moment clé, le moment de se poser des questions, de revenir sur son histoire, de se demander un peu, de fantasmer un peu sur son avenir. La décision est prise de détruire la barre Robespierre. Ce lieu vit ses dernières heures avant de s'en retourner à la terre en 2019. Plein de souvenirs, il y avait même des gens qui pleurent. Hein. C'est vraiment plein de souvenirs qui partent. Comme je dis, c'est l'ouverture à autre chose. C'était bien l'immeuble. Il ne faut pas croire que ça a toujours été comme ça. Donc le passage possible, c'est un appartement qui se situe au 3e étage du 4 rue Robespierre. Donc il est complètement scénarisé pour retracer l'histoire de la barre Robespierre. Je vous propose de remonter dans le temps et de revenir au moment où tout a commencé. Cet appartement, c'est vraiment un outil pour nous. Et on a créé cet outil-là pour créer du dialogue. C'est vraiment un support pour pouvoir après libérer la parole et permettre aux personnes de nous raconter, de se raconter à nous. C'est une sorte de mini-musée des grands ensembles, je dirais. On a fait toute une scénographie, donc à travers chaque pièce, on a travaillé, lorsqu'on a écrit la dramaturgie, à travers les étapes du deuil. Il y a le choc, le déni, la colère, la tristesse. Et en fait, c'est à travers ce scénario psychologique qu'on a créé ces pièces. Voir ou ne pas voir.
On fait des visites soit par groupe, c'est-à-dire qu'on va interroger des enfants qui vont venir en classe, il y a le groupe des sages qui est venu, il y a des gens de la mairie, il y a les gens des archives, il y a les gens des centres sociaux, il y a les habitants, il y a les jeunes d'en bas. Donc comment est-ce qu'on fait converger des personnes et comment est-ce que ces personnes-là, elles vont chacune, toutes ensemble et chacune seule, vivre toutes ces étapes de deuil et témoigner de ce deuil ensemble. Ça permet de se l'approprier. En fait. Et c'est en ça que c'est cathartique. Et finalement, on se rend compte que ce qui est intéressant, c'est le dialogue que ça crée, que ça suscite entre des personnes de groupes sociaux, d'âges différents. Et il y a quelque chose d'extrêmement valorisant, en fait. Ça veut dire que c'est une parole qui a de la valeur. C'est une histoire qui a de la valeur. Je pense que tout d'un coup, le fait que ce lieu il existe à l'intérieur de la barre, et pas en dehors, que ce soit une reconstitution, mais que ce soit vraiment dans la chair de l'immeuble, avant qu'il disparaisse, ça a une valeur très importante à leurs yeux. Qui assistera à la démolition de la barre? Franchement, ça fait 20 ans que j'habite à la Courneuve. Qu'avant, les gens ils parlent, ils disent il y a des drogues et tout ça, mais moi, j'ai jamais eu de problème. Ni moi, ni ma famille, ni les gens que je connais, ni les voisins. On n'a jamais eu des problèmes parce qu'on se connaît. On connaît les femmes, les mamans, les papas, les enfants. Ça a changé, hein. C'est plus comme avant. Ça fait 5 ans, 6 ans, c'est changé les quartiers. Presque, c'est pas toute la Courneuve, mais c'est vraiment un grand changement. En fait, ici à la Courneuve, comme on dit, il y a toutes les nationalités. Et il n'y a pas de différence. On est tous pareils. Noir, blanc, jaune, toutes les couleurs, on est tous pareils. Il n'y a pas de racisme à la Courneuve. Moi, je vous dis ça. Il n'y a pas de racisme. La preuve, regarde, on est de plusieurs nationalités ici. Voilà. C'est le village vertical du quartier, puisque c'était la plus grande barre dans laquelle il y a eu le plus de familles, parce que c'est des grands logements, donc des grandes familles, et on assistait à tous les événements de famille, quoi. C'est pas ce que les médias véhiculent dans les quartiers soi-disant fermés, où la police n'intervient pas, où les gens n'interviennent pas. Non, pas du tout, c'est pas du tout ça. Il y a une vie associative, c'est ce qu'on met pas en avant malheureusement. Il ne faut pas oublier ici, c'est qu'on a une mine d'or ici à la Courneuve. Oui, des souvenirs, ça fait mal du cœur, mais on a gardé des bons souvenirs quand même. Et ça me fait mal au cœur que ça part comme ça. Oui. Surtout avant on a vu les jeunes en bas, les enfants qui jouaient, qui sortent par là-bas. Il y a beaucoup des portes. Ils sont pas... Maintenant, ça y est, tout va partir. Eh oui. Les rituels en général, c'est des moments qui sont entre l'acte poétique et le rituel, c'est-à-dire un moment où personne n'est public en fait, mais tout le monde est participant, tout le monde vient témoigner et assister à. Donc il y en a 3 durant tout le scénario qu'on a écrit. La fonction de ces rituels, c'est vraiment se réapproprier son histoire au présent. En être l'acteur et non pas la subir. C'est pour ça qu'on appelle ça un rituel et pas un spectacle. C'est à la fois comme un rite initiatique et en même temps quelque chose de très pédagogique puisque ça donne à comprendre l'histoire de l'immeuble. Donc je trouve que c'est vraiment à la fois artistiquement intéressant et à la fois un outil pédagogique qui est vraiment très précieux. Le fait de travailler avec les habitants, de leur expliquer aussi ce qui va se passer et qu'ils soient eux pleinement acteurs, je pense que c'était ça qui était intéressant dans ce projet-là, pas simplement le subir en fait. Que du coup ils puissent participer et ils puissent eux-mêmes construire quelque chose de nouveau. Le travail artistique, il révèle ça, il révèle tout l'humain qu'il y a là-dedans et la tristesse qu'il y a à quitter son habitation et donc qui l'accompagne en l'occurrence. Le rituel des familles en particulier, il a été pensé autour de la question de l'habitat, du lien filial et de l'intérieur des appartements. Prenez donc un carton de déménagement, munissez-vous d'un contrat, vous allez emménager dans la barre Robespierre. C'est un rituel qu'on a créé à partir de rencontres qu'on a fait avec une trentaine de personnes qui étaient habitantes de ce lieu à des périodes différentes de son histoire, de l'histoire de la barre Robespierre. À partir de ces rencontres, on a imaginé un temps composé de plusieurs moments, c'est-à-dire d'un moment où on accueillait chaque témoin, on va dire, voilà, autour d'une installation en carton, donc qui constituait comme des appartements, un temps où on parlait, où on racontait ces rencontres qu'on avait faites, et puis un temps où ensemble on déconstruisait ces appartements pour reconstruire une grande barre Robespierre, pour enfin la déconstruire, pour la transformer en table pour qu'on mange un gâteau en forme de barre Robespierre.
Moi, le quartier représente toute mon enfance, où j'ai grandi, j'ai vécu. C'est comme si c'était un monument. C'est comme la tour Eiffel, on ne peut pas l'enlever. Moi, je pense que quand ils vont enlever le bâtiment, et ben, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un gros trou. Et ben, ça va être bizarre. Il y a certaines personnes qui vont plus le reconnaître, qui vont pas trouver leur chemin. Au revoir. Tu as été quelqu'un de bien pour moi. J'ai passé presque toute mon enfance à tes côtés. Tu vas me manquer. Le rituel des loups, ça s'inscrit dans une série de rituels qu'on a pensé pour la barre Robespierre. C'est une des grosses présences qu'il y a autour de la barre Robespierre, c'est la jeunesse, quoi. C'est un peu comment leur présence, elle est à la fois gaie et inquiétante, elle est à la fois, je pense, perçue par l'extérieur, peut-être complètement différemment de comme elle est perçue par eux. Et les plus jeunes, on les voit jouer comme des jeunes loups peuvent jouer, à se battre, à jouer à la balle. Voilà. Et puis que les plus vieux, ils sont plus inquiétants et ils marquent aussi leur territoire. On sent que c'est leur territoire, quoi. Et donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur ces masques de loups. Première partie du rituel, on va faire cuire le mouton. On va inviter des moutons à venir paisser dans la barre. Et le loup, le mouton, fatalement, il fallait qu'on aille manger un mouton ensemble, quoi. Travailler aussi sur qu'est-ce qu'on va mettre dans cette vidéo, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire, qu'est-ce qu'ils ont envie de représenter d'eux-mêmes. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a à la fois les jeunes qui viennent et puis à la fois les familles qu'on a invitées la dernière fois et que chacun puisse regarder un peu les autres. Et comme les jeunes sont venus au rituel des familles, et petit à petit, voilà, cette parole, elle résonne de personne en personne et elles viennent que chacun comprenne mieux comment vit l'autre par le biais artistique et par le biais de la rencontre. On a fait un petit court-métrage à la Courneuve. Ça parle des loups. Ça parle des loups dans la vie de tous les jours, dans la cité. Moi, je dis on s'est bien amusé. Il a fait un peu froid, mais ça va. Les loups, c'est les gens qui font partie du quartier et tout. Genre, on a représenté les gens du quartier. Là, ce qu'on est en train de mettre en place, le jeu dans l'école qu'on a préparé là, depuis quelques semaines, s'appelle les experts. Et avec les élèves, on a travaillé sur la réalisation de la barre d'immeuble en carton. On a customisé cette barre, on a photographié les élèves et c'est de leur visage qu'on va intégrer, qu'ils ont eux-mêmes collé sur cette barre en carton. Dans cette barre, il va y avoir des interviews. On a mobilisé des experts, donc les gens qui participent à la démolition de la barre, les urbanistes, les relogeurs. Et à partir de ces interviews-là, elles vont être intégrées dans le jeu. Et l'objectif du jeu, ça va être de partir à la rencontre de ces différents métiers. Pour le faire de façon ludique, on a imaginé pour chaque rencontre un jeu différent. À chaque fois, il y a des défis à relever et des questions à répondre. Donc on va se balader avec un petit livret. Dans ce petit livret, il faudra répondre à des questions et faire le jeu sur place. Après-midi, à partir de 16h30, ça sera ouvert aux familles et aux enfants. Et là, ils vont pouvoir tous ensemble, et les experts, bien entendu, qui vont aussi être là et qui vont eux-mêmes se découvrir dans le jeu. L'idée, c'est que cette cour, elle va être réaménagée et donc justement, la ville est intéressée pour qu'il y ait un tracé un peu plus pérenne. Donc là, c'est en discussion et on va voir quels éléments on va pouvoir mettre de manière plus pérenne. Une réflexion sur la diffusion sonore, comment donner à entendre toutes ces voix et comment surtout s'insérer in situ dans les lieux qu'on va traverser. On a un gros travail de collecte sonore auprès des habitants, de toutes les personnes qu'on va rencontrer sur un territoire. Ça donne lieu à des interviews qui vont libérer la parole des gens et qui vont faire en sorte qu'on s'approprie les problématiques. On s'attache aussi à créer des objets qui vont diffuser du son en racontant des histoires, mais par aussi l'objet et le système de diffusion. Réinventer in situ justement l'écoute qu'on a de ces objets et de ce que ça peut raconter derrière. Chaque point qu'on est en train de construire, chaque rituel qu'on a mis en avant, à la fin, dans le final, qui va être dans un mois, on va rassembler tous ces rituels, donc tous ces temps forts, pour en créer un grand. Je suis un Robespierre qui n'existe plus dans votre présent. Que le monde reste beau
et que les gens sourient aussi de temps en temps. Et toi, petit village, où en es-tu de ta vie passée? J'aurais trouvé ça compliqué et peut-être même déplacé de venir parler au nom d'un endroit sans y être habitant soi-même. Et c'était bien à l'endroit de l'habitant, depuis cet endroit-là, qu'on avait envie de pouvoir s'exprimer. Et du coup, plutôt que de s'exprimer de s'exprimer en tant qu'habitant et de s'exprimer avec d'autres habitants ou de rentrer en discussion avec d'autres habitants. Ah bah, c'était essentiel d'habiter la Barre pour que le projet soit authentique et honnête et en pleine connaissance de cause surtout. En fait, tu ne peux pas parler d'un lieu et le poétiser et écrire des histoires sur ce lieu sans l'avoir senti dans sa chair la plus profonde. Ils ont fait plus que venir partager, ils sont venus habiter le site et c'est une histoire qui a pu se construire dans la durée avec les habitants et très certainement qui a permis d'aller plus loin dans le partage avec les habitants. Ça permet aux personnes qui habitent ici d'être ouverts à nous, de s'ouvrir à nous. Oui, on est étrangers, mais on l'est un petit peu moins que si on était des personnes extérieures. Et nous, ça nous amène aussi à ressentir le quartier, à connaître en fait c'est quoi la vie ici. Je pense que c'est vraiment fondamental, à la fois pour nous, dans le vécu qu'on en a, parce que les gens ne nous parlent pas pareil et parce que nous, on n'en parle pas pareil. Et à la fois sur le regard que les gens posent sur nous. C'est-à-dire qu'on ne vient pas aux horaires de boulot pour bosser, mais tout d'un coup, on habite, on fait partie du quartier. Moi, je me souviens d'un monsieur qui nous raconte son histoire et puis on la digère, on la redonne artistiquement, on en fait une forme. Et puis il nous dit « Ah, mais en fait, ce que j'ai vécu, c'est pas rien, en fait ». C'est important en fait de partager une démolition en fait de manière collective, de manière générale. Je me dis que si tout le monde, si on cassait la maison de n'importe qui, je pense qu'on serait tous touchés et sensibles. Et le fait de créer les conditions d'avoir un accompagnement artistique qui s'inscrit dans la durée, qui permettent aux gens de raconter leur histoire, de partager leur vie, je trouve que c'est essentiel et je trouve que ça raconte une belle histoire. Ce projet-là, il est particulièrement précieux et réussi parce que les artistes arrivent avec convaincus de devoir accomplir quelque chose, de pouvoir accomplir quelque chose sur ce sujet-là. Ce que je retiens, c'est vraiment la participation de tout le monde et le fait que tout le monde soit finalement intéressé par le sujet des sujets un peu techniques. Mais les habitants, on voit même là les enfants sont hyper motivés. Il y a des jeunes aussi, c'est dur de toucher le public adolescent. Je pense que c'est une des particularités du projet. Raconter une histoire le temps de 2 ans, le temps d'un spectacle, le temps de faire un deuil, c'est une chose, mais c'est aussi permettre à un moment donné à un ensemble de personnes, et donc je répète bien, pas que des habitants, de se situer dans leur histoire. Et puis être habité par un lieu, c'est l'habiter différemment aussi. Voilà, donc c'est une histoire artistique, mais c'est une histoire qui questionne la question de l'habitat. S'ancrer dans son histoire, habiter son histoire, c'est la posséder plutôt qu'elle nous possède en fait. Et je pense qu'une des clés pour la question de la participation, c'est à chaque instant, à chaque groupe de personnes, à chaque individu qu'on a en face, de trouver, de chercher comment ça va marcher pour lui. Le fait qu'on donne la parole à tout le monde, les habitants, mais aussi les bailleurs, aussi les politiques, à tout le monde, fait que chacun peut mieux comprendre comment ça se passe. Les décisions, elles tombent pour la plupart des habitants sans qu'ils comprennent d'où elles viennent, et leur expliquer d'où elles viennent, ces décisions, et pourquoi est-ce qu'elles ont été décidées, c'est leur donner un pouvoir pour agir. Est-on l'instrument de la gentrification? Est-on l'instrument du politique? Est-on la pilule? Ça, c'est des questions qu'on ne s'épargne pas nous-mêmes, auxquelles on n'a pas de réponse. Mais je pense qu'il faut qu'on reste vigilant à ça et on tente de le rester. Et en fait, de travailler à différents corps de métier, mais quel que soit le niveau, c'est quelque chose qui n'est pas forcément acquis. Rien n'est acquis. Mais c'est un putain de challenge et franchement, ça vaut le coup. Et voilà, à quel moment les artistes sont à cette articulation et
voilà, comment eux-mêmes sont un des rouages du jeu politique aussi en jeu et voilà, c'est pas évident. Nous, ce qu'on fait, je trouve, c'est de l'ordre du psychanalytique, c'est de l'ordre d'en parler, de rendre ça un peu plus joyeux, mais le plus doucement possible, le plus poétique possible. Et donc, on va toucher de la politique aussi parce qu'on fait du poétique. C'est vrai que c'est toujours important d'écouter les gens parce qu'en fait, les gens, ils parlent avec leur cœur. Je pense qu'une démarche artistique, quelle qu'elle soit, en tout cas qui reste artistique et des gestes artistiques, ça permet de voir les choses différemment et de voir dans une, comment dirais-je, d'entrer dans une autre dimension et de ne pas rester dans le dur de on démolit, on se reloge, nous quand on travaille sur la rénovation urbaine, que de rester là-dessus et de prendre un autre aspect du quartier qu'on ne voit pas forcément. Et que je trouve que là, Random, ils font un truc qui permet de voir les gens tels qu'ils sont et tels qu'on les voit jamais. La conviction que ça peut se passer autrement et que ce médium artistique, c'est pas forcément un artiste engagé pour défendre une opinion, mais que c'est un artiste qui met à disposition d'un lieu et de ses vivants des outils artistiques. Qui dit être en possession de son histoire, dit habiter son histoire, donc habiter son lieu et pouvoir avoir les clés pour entrer en discussion avec des gens qui n'habitent pas forcément dans les lieux, mais qui, eux, sont force de décision. La décision est prise de détruire la barre Robespierre. Ce lieu vit ses dernières heures avant de s'en retourner à la terre en 2019.